Bonsoir à toutes et à tous. La paix est-elle possible à l'est de la RD Congo, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu? Patrick Balemba, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez à la commission Justice et Paix en Belgique, mais vous avez été longtemps responsable pour la communauté Saint-Égidio pour l'Afrique centrale. Vous connaissez donc bien cette région, en particulier l'Est du Congo. Alors avant de parler de la situation qui règne là-bas, je vous propose de découvrir le témoignage d'un enfant soldat libéré, qui a pu être libéré d'un groupe armé dans lequel il était intégré. Regardez, c'est un témoignage interpellant et qui en dit long sur la situation qui règne là-bas. Jambo, kwa jina naita kwa jina la Ozai Bikai. Niko na miaka 12 ya kutokujifunika na kukua iba vya watu vya wizi na wanatukuwa tupiga mafimbo na tunakuwa beba komanda madawa. Nilisikia mzuri. Nifasi siku ngapi? Nimaliza miaka 2. Bali nikamataka mkisoda. Nilienda mkisoda niko na miaka 10. Nikimaliza miaka 2. Nikitoka amo nikisikia mzuri sana. Monisco kenda nikamata wa BVS. Nikisikia mzuri sana. Mule wale kisoda. Pana. Nilikuwa nawaza tena masomo. Nilikuwa na nia ya kurudia kwa masomo. Sikuwa sitasinzia hata. Wakati mimi nalomba blanketi ya kujifunika, komanda nakaipa sana, mimi nakufa woga. Nimeona maisha yangu namna gani? Nisipenda nikuwe mwalimu. Mie kama namaliza masomo, nisipenda nikuwe mwalimu. Kama nilifika hapa, wakinipatia mashauri, vile vya masasi vikivutikana mkichwa wangu, siwezi waza tena vile. Nini? Ile kutukaripa na ile milio ya masasi. Benya wakuingia mkijeshi, tunaweza kuambia tukisumbukaka na haki zao hazionekana mzuri na tulikuwa sumbukaka mkisoda mkunani mkupiga masasi mkukimbia kila siku. Benya wakuingia mkijeshi walikuwa wanaikala mzuri na haki yao ikikuwa naheshimiwa. Jani tulikuwa kimbia juu ya kugombana. Ya vita. Voilà pour ce témoignage vraiment poignant qui reflète bien, Patrick Balemba, la situation qui règne sur place. Plus généralement, à côté de ce phénomène des enfants soldats, quelle est aujourd'hui la situation dans l'Est du Congo? Oui, l'Est du Congo est toujours en proie, bien sûr, à des situations difficiles. Et comme on vient d'écouter ce témoignage, il y a récemment, on a enregistré encore des massacres en Ituri, au nord-est du Congo, malgré l'état des sièges qui a été décrété pour 1 mois. Et aujourd'hui, bien sûr, après l'éruption du volcan, on est en train de réfléchir sur même la prolongation de cet état des sièges. Il est vrai, la situation à l'Est reste dramatique et avec bien sûr aussi les mesures Covid, la situation s'aggrave encore davantage. Non seulement du point de vue humain, mais aussi du point de vue économique. Donc il est vrai, le nouveau gouvernement a été élu, bien sûr, en 2013, comme on le sait, après un grand défi électoral, des élections qui devraient avoir lieu en 2018 et puis qui ont été reportées, bien sûr, sous des tensions énormes. Et aujourd'hui, bien sûr, il reste encore le défi, bien sûr, d'organiser encore, de faire l'enrôlement, de refaire les listes des électeurs et pour se projeter aux prochaines élections qui ne devraient pas avoir lieu plus tard que l'année prochaine. Donc, est-ce que cette situation-là, justement, ces tractations politiques ont une influence sur la situation là-bas? Ça contribue au chaos? En effet, oui, ces situations politiques contribuent effectivement au chaos. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que
il y a une situation, je peux dire, de non-État dans certaines parties de l'Est du Congo. Il y a des territoires où l'État n'a pas l'effectivité du pouvoir. Alors, c'est créé des milices et surtout lorsque dans cette circonstance, dans ces circonscriptions territoriales, on découvre des minerais. Et là, c'est encore plus grave. Il y a des milices qui se créent, avec, bien sûr, en connivence avec certaines multinationales. Et aujourd'hui, bien sûr, on achète son téléphone dans un magasin sans savoir qu'il y a un lien avec les tueries, les massacres et l'extractivisme qui s'est fait à l'Est du Congo. Voilà. Est-ce que ça veut dire que certaines multinationales sont au courant de ce que font les groupes armés sur place? Ils ne s'en occupent pas? Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas au courant et je ne peux pas non plus dire qu'ils sont des mèches. Il est vrai, il faudrait des enquêtes précises pour déterminer le degré de connaissance, mais aujourd'hui, je pense que nous devons plus que jamais savoir que notre portable ou bien les caméras qui nous entourent, les matériels qu'on utilise pour les téléconférences, pour travailler aujourd'hui en télétravail, tout ce qu'on utilise a impacté et je peux dire teinté un tout petit peu du sang des pauvres innocents et des personnes qui vivent dans les milieux où on extrait ces minerais. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ces personnes ou les individus, les populations qui vivent autour de ces carrés miniers ne bénéficient en rien du produit qui a sur leur sous-sol. Est-ce que pour vous, la paix est possible dans cette région du monde? Ça peut sembler une utopie quand on voit la situation, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour parvenir à la paix? Oui, c'est vrai, la paix est toujours possible. Elle reste possible. Il faut bien sûr un accompagnement, il faut un effort humain. Il faut une volonté, non seulement bien sûr des populations. On sent qu'il y a la volonté des populations, même si des fois ils n'ont pas le choix. Mais il faut aussi une volonté du gouvernement et des grands décideurs, non seulement du pays, mais aussi des pays voisins et internationaux. Donc, je pense qu'il faut continuer de pression et il suffit que le Congo, comment je peux dire, s'organise et que toutes les structures de l'État soient effectives et que les enfants, par exemple, aillent à l'école, qu'ils soient inscrits, qu'ils soient immatriculés au registre national et cela devrait être suivi par des mesures, bien sûr, de contrôle. Et si la paix est possible et reste toujours possible dans cette région. Est-ce que la volonté politique, comme vous dites, tant au Congo qu'au niveau international, existe pour faire la paix actuellement? Je peux dire sur papier, dans les déclarations, oui, on sent qu'il y a une volonté, mais il faut que cela soit concret. Il est vrai, il y a une force sur place, la MONUSCO, qui est là, qui, depuis, je crois, une vingtaine d'années, et là, je pense, on évalue, on dit que c'est la force la plus fournie, chargée et la plus équipée des Nations Unies qui n'a jamais existé dans le monde. Et cela, malheureusement, ne semble pas produire les effets qu'il faut. Mais il faudrait que beaucoup de choses changent au Congo. Il faudrait que non seulement que les personnes aient des identités, mais aussi que l'administration suive. Et donc, la problématique aussi est liée à la pauvreté, finalement, au non-développement. En effet, comme vous le savez, nous avons commencé par parler des ressources naturelles et nous avons vu que on est même tenté de parler ou d'accréditer la thèse selon laquelle les ressources naturelles seraient une malédiction. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, si on gère, si tout cela est géré avec responsabilité, il y a lieu à ce que les ressources du Congo, les ressources de l'Est du Congo et du Congo en particulier, puissent non seulement bénéficier aux Congolais, aux populations locales, mais aussi au monde entier, si cela est bien administré. Mais ce qui se fait maintenant, c'est que l'informel a pris les devants et cela perpétue les violences, cela encourage et alimente davantage les groupes armés qui se développent dans ces systèmes.
Patrick Balemba, merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience et votre analyse aussi de ce qui se passe dans l'Est de la RD Congo. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Et portez-vous bien. Si vous souhaitez quand même revoir cette émission, c'est sur ovio ou catobel.be. Merci encore et donc prenez soin de vous.